Salut! Ça va les gars? C'est à peine surjoué ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. Aujourd'hui en fait j'avais envie de vous parler d'un autre sport que le football. Incroyable, il y a d'autres sports que le football en fait. Et bah j'avais envie de vous parler de basket. Pourquoi j'avais envie de vous parler de basket? Un peu comme le foot en fait, le basket je m'y intéresse. Mais je suis pas non plus quelqu'un qui est capable de faire des analyses de fou. C'est-à-dire que moi tu me parles de pick and roll, je pense à manger des cornichons, tu vois, parce que pick et pickle ça se ressemble, tu vois, en anglais. Du coup, pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Bah parce qu'en fait il n'y a que deux solutions quand j'ai envie de parler d'un sujet qui m'intéresse. Soit j'en parle à vous, soit j'en parle à mes amis. J'ai pas d'amis. Donc je vais vous en parler. Alors, de quoi je voulais vous parler surtout, c'est en fait de la différence entre la NBA et le football européen. Garde ton commentaire, je sais très bien que le football ça se joue avec les pieds, je sais très bien que le basket ça se joue avec les mains, et je sais très bien que le billard ça se joue avec une queue. Mais c'est pas le sujet, là en fait on va parler de la différence des systèmes, donc des grands championnats européens, même de peut-être tous les championnats européens, et de la différence avec le système de championnat et même du système tout court de la NBA. C'est parti. Tout d'abord, on va commencer par le système de championnat. Je ne sais pas si vous le savez, mais en NBA, il n'y a pas de système de points. C'est-à-dire que tu n'as pas une victoire qui te rapporte 3 points, un match nul qui te rapporte 1 point, et une défaite qui te rapporte rien du tout. Enfin, les gars, t'as perdu. Tu vas pas gagner des points si tu perds. En NBA, il n'y a pas ce système-là. Il y a le système de victoire-défaite. Il n'y a pas de match nul au basket. Et déjà, de 1, bah, moi, c'est un truc que j'apprécie plutôt. Alors, peut-être qu'en foot, ce serait trop changer les trucs. Mais au basket, c'est très intéressant. Déjà parce que bah, c'est quasiment ultra compliqué d'avoir des scores qui vraiment se suivent. Et après, de toute façon, il y a des prolongations. Mais le système de victoire-défaite, ça fait quoi? Ça fait qu'en NBA, il y a 82 matchs. 82 matchs par équipe, j'entends. Donc c'est-à-dire que globalement, bah, tu peux faire des scores, je sais pas, on peut prendre 40 victoires pour 42 défaites, ce qui fait que t'es pas une très bonne équipe, t'es vraiment dans le mid. Tu peux faire du 50 victoires pour 32 défaites, c'est-à-dire que t'es pas trop mal placé. Généralement, tu joues la phase suivante. Je vous parlerai de ça juste après. Et sinon, tu peux faire comme Golden State, c'est-à-dire 73 victoires pour 9 défaites, c'est-à-dire que bah, t'as le record en fait. Voilà. Golden State en 2016, grande équipe. Bon, ils ont perdu contre Cleveland, mais grande équipe quand même. Mis à part ça, en fait, dans ce système, il y a deux conférences, la conférence Est et la conférence Ouest. Et en fait, ce système de championnat, et bah, si vous regardez bien, il correspond plus ou moins au système au système du début de la Ligue des Champions qu'on a vécu cette année. C'est-à-dire que tu as toutes les équipes qui sont regroupées dans le même tableau et tu n'as que certaines équipes qui accèdent à la suite de la compétition. Et bah c'est exactement la même chose en NBA. C'est simple. Supposons que tu finisses top 8 de ta conférence. Oui, parce que ça c'est autre chose. Aux États-Unis, en fait, le pays est tellement grand que tu as une conférence Est et une conférence Ouest. Peut-être qu'un jour on parlera de ça, mais juste les gars, regardez 30 secondes. Memphis. Vous voyez cette ville? Ouais, pour vous, elle est dans quelle conférence? Elle est totalement à l'Est. Ah bah non, elle est dans la conférence Ouest. Bon, pas de soucis, écoute, bientôt dans la conférence Ouest, on retrouvera Miami, on retrouvera New York. Et du coup, en fait, les 8 premières équipes de ces deux conférences accèdent aux playoffs. Alors, aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce qu'il y a aussi l'histoire des play-in, mais là, on va juste s'arrêter aux play-offs. Les play-in, bah, en fait, bah, c'est un peu comme le système de la Ligue des Champions, donc en fait, on va peut-être en parler un peu. Le play-in, c'est globalement des barrages. Voilà. C'est des barrages de NBA qui après te permettent d'accéder à la suite de la compétition aux playoffs. Le top 8 de l'Est s'affronte de son côté, blablabla, jusqu'à ce qu'il y ait une équipe qui aille en finale NBA. Et le top 8 de l'Ouest s'affronte, blablabla, et il y a une équipe qui va en finale NBA. Et du coup, tu as une finale Est-Ouest, donc la meilleure équipe de l'Est contre la meilleure équipe de l'Ouest. Et celui qui gagne ces confrontations gagne tout court. Alors, on n'a pas ce système Est-Ouest en Europe, bah, de toute façon pour des raisons logiques, c'est-à-dire que quasiment tous les grands clubs, bah, ils sont à l'Ouest, c'est-à-dire que l'Angleterre c'est à l'Ouest, l'Espagne c'est à l'Ouest, l'Italie c'est à l'Ouest, l'Allemagne c'est à l'Ouest,
pas dire la France. On est content pour Brest, on est content pour Monaco, on est content pour Paris. Mais on parle d'un top 4 européen et toujours pas d'un top 5. Il n'y a que nous qui nous disons que c'est un top 5 européen. Donc ça ne se fait pas, mais ça se fait aux États-Unis. Et franchement, quand on regarde les dernières années, ben, on a des finales quand même très intéressantes. Et du coup, ce que tout le monde critiquait quand on était à l'ancienne formule de la Ligue des Champions et tout, ouais, on sait pas et tout. Bah, quand tu regardes au final la formule de la Ligue des Champions cette année, bah tu kiffes. Et disons-le, c'est un peu un système à l'américaine. C'est pas si éloigné de la Super League. La seule différence, c'est que là, en fait, la réforme de la Ligue des Champions, ça reste ouvert. Ça reste un format ouvert. La NBA, très clairement, c'est la Super League. C'est la Super League version américaine, mais comme elle est là depuis des années et tout, et comme en fait on s'y est habitué, ben, on kiffe le truc. Et il n'y a pas des championnats et tout. Et en gros, la NBA, c'est 30 équipes, 15 franchises à l'Est, 15 franchises à l'Ouest, parce qu'on parle pas de club, on parle de franchise. Et bah en fait, c'est-à-dire que si tu finis dernier, bah tu descends pas en NBA 2. Tu vois, la NBA, c'est que la NBA. C'est-à-dire que tu es en NBA, tu restes en NBA. Même si tu es la pire équipe, même si tu es la pire franchise de tous les temps. Genre dernièrement, bah, pendant des années, on a eu Détroit qui était catastrophique. Là, on a Washington qui fait des trucs vraiment pas folles. Mais ils restent en NBA. Et pourquoi en fait ils restent en NBA? Bah, c'est simple, c'est qu'ils ont payé leur entrée en NBA. Du coup, c'est un système fermé. Mais pourquoi en fait c'est quelque chose de... Je dirais pas bien, mais en fait, comme on s'y est habitué et comme c'est le système à l'américaine, bah ça nous convient. Là où la Super League, en fait, elle intervient dans un cadre qui en soi n'est pas bon. Et moi, de toute façon, je suis toujours pas pour la Super League et je pense que je serai jamais pour la Super League. Ou alors, il faudrait qu'ils réforment le truc de dingue. Mais quand on voit à quel point la Ligue des Champions de cette année est fantastique, va falloir s'accrocher, Florentino. Autre chose, la draft. Alors qu'est-ce que c'est que la draft? Et ben en fait, tous les jeunes joueurs qui vont faire leur première année en NBA sont dans ce qu'on appelle la draft. Si vous ne connaissez pas, en fait, c'est très simple, c'est-à-dire que tu as un petit tableau avec, supposons, les 30 premiers, donc ça c'est le premier tour de draft, et en fait, chaque équipe peut recruter normalement un joueur, sauf s'ils ont échangé des pics de draft et tout, ça je vous en reparlerai plus tard. Prenons par exemple une draft très connue, 2003. Et bah figurez-vous que 2003, LeBron James a été recruté en 1 par Cleveland. Et en fait, pourquoi Cleveland a été choisi en 1? Alors déjà, il y a ce qu'on appelle une loterie, c'est-à-dire que bah, tu as littéralement une loterie où tu as toutes les équipes et tout, et bah tu as des petites boules qui sortent une à une. Mais en fait, tu as un taux de chance de comment tu vas être classé dans la loterie. C'est-à-dire que si tu es la pire équipe, tu as plus de chances que la deuxième pire équipe. Et tu as plus de chances que la troisième pire équipe, etc., etc. On l'a vu par exemple cette année. Et bah cette année draft 2024, les Hawks n'avaient quasiment aucune chance de récupérer le premier choix de draft. Et bah ils l'ont eu. Et il faut savoir qu'en fait, pourquoi la draft c'est hyper important, c'est que ça peut changer du tout au tout l'équipe que tu vas construire. 2003, tu recrutes LeBron James à Cleveland. 4 ans plus tard, il finit en finale et tout. En 2010, il part, The Decision et tout. Enfin bref, on parlera de ça peut-être une autre fois. 2014, il retourne à Cleveland. 2016, il finit champion NBA avec Cleveland. Et bah en fait, c'est quelque chose de fou. C'est que Cleveland est devenu une ville cool parce qu'il y avait LeBron James. C'est pour ça qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que la draft, c'est hyper important. Et pendant très longtemps, moi, j'avais eu le projet, possiblement, de faire une draft... Alors, une draft de football. Maintenant, attention, je vais pas en dévoiler plus parce que ça reste toujours dans ma tête. Même si ça risque d'être compliqué un peu à faire. Mais ça reste toujours dans ma tête de faire, je sais pas, une longue vidéo d'1 heure où on ferait une draft, possiblement une draft en 2004, avec une certaine génération 87. Si tu veux voir la draft de 2004, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like. Voilà, ça c'est like, ça c'est s'abonner. Et à mettre un commentaire, ouais, on veut la draft 2004. On continue cette vidéo avec le troisième point. Les transferts.
Alors, moi en fait, pendant la période de transfert, même la fin de période de transfert du mercato hivernal, j'avais un projet de vidéo que je ferai du coup plutôt pour la période du mercato estival. Puis tu vois, référencement, transfert et tout, ça sera un peu mieux. Mais en fait, les transferts NBA n'ont rien à voir avec les transferts dans le football. Dans le football, c'est simple, on prend le transfert de Neymar. Neymar, il était à Barcelone. Paris a payé sa clause libératoire de 222 millions d'euros et Neymar est allé au PSG. Eh bien, c'est simple, ça n'existe pas en NBA. C'est pas comme ça que tu transfères des joueurs. Pour transférer un joueur, faut que tu échanges d'autres joueurs et des pics de draft. Supposons que moi, je suis un bon joueur et tout, j'ai le numéro 9 chez les Los Angeles Lakers et tout, et il y a une franchise en fait qui veut m'avoir. Donc la franchise appelle les Lakers. Hey man, comment tu vas? En fait, je voulais ton joueur. Ouais, Impro, comment il est et tout? Est-ce qu'il est disponible sur le marché? Parce qu'en fait, j'ai très envie de gagner le championnat NBA et je suis prêt à te ralasse comme tu le veux. Ouais, allô? Ouais. Tu veux mon joueur? C'est simple, va falloir casquer mon pote. De l'argent? Mais tu t'es cru dans le football? Non, moi je veux ce joueur qui est très bon, je veux lui aussi, et je veux 3 pics de draft. Voilà, et en fait, c'est comme ça que ça s'échange. Et c'est fou de se dire que du coup, ce système, ça permet, en plus de la draft, ça permet d'avoir un système équilibré, très équilibré. Tu n'as pas des clubs qui en fait sont extrêmement riches. Bon après, ça reste un système américain où tout le monde est très riche, hein. Mais tu n'as pas de club genre Paris ou Manchester City qui peut t'acheter tes joueurs comme ça. Non, en fait, il y a un échange, il faut échanger d'autres joueurs et tout. Et c'est quelque chose de, finalement, qui permet d'avoir plus d'équité. C'est-à-dire que, Barcelone, ils ont perdu Neymar pour 222 millions d'euros. Génial, ils ont récupéré qui derrière? Coutinho, il a jamais été au niveau de Neymar. Dembélé, alors aujourd'hui il revient très bien, mais il n'a jamais été au niveau de Neymar Prime non plus. Griezmann, après Griezmann il mange à la table de Ronaldo et Messi, donc tu vois. Non, mais même Griezmann à Barcelone, comparé à l'apport d'un Neymar, c'est incomparable. Et au final, Barcelone est complètement perdant dans ce transfert. Alors que, à ce moment-là, on aurait fait un système NBA, c'est-à-dire que tu veux Neymar. Pas de souci. Alors on va pas faire de pics de draft parce que les pics de draft n'existent pas. Alors on va pas mettre de pics de draft parce que de toute façon il n'y a pas de draft en Europe, hein. C'est-à-dire que dans le transfert de Neymar, du coup on va plus parler de trade. Il n'y a pas réellement de transfert. Dans le trade de Neymar en 2017, Paris pour avoir Neymar, par exemple, va devoir filer quelques joueurs. Qu'est-ce qui peut intéresser? Potentiellement Neymar est un ailier. Ok, dans la balance, on aimerait que tu mettes Kylian Mbappé, que tu as récupéré après, mais on va dire que Mbappé, il va déjà être dans le trade. Et Angel Di Maria. Du coup, tu peux faire ce trade. Tu récupères Neymar, tu files Mbappé et Di Maria et ça fait comme ça. Tu as réussi à avoir Neymar, mais tu as dû échanger quand même 3 de tes joueurs. Mais c'est-à-dire que en fait, pourquoi ce genre de choses marche en NBA? C'est-à-dire que oui, potentiellement, tu peux hypothéquer ton avenir et même des réels talents à développer. On vient de le voir là avec Kylian Mbappé. Mais c'est parce que tu veux gagner le titre NBA directement. Donc, tu vends ton avenir pour gagner tout de suite. Évidemment, c'est un système à court terme dans ce cas-là. Et dans l'autre cas, donc là dans le cas de Barcelone, ce sera un système à long terme, c'est-à-dire que tu récupères Di Maria, ou peut-être que Di Maria il va pas jouer 10 ans à Barcelone, mais ça peut quand même être sympa. Et tu récupères un tout jeune Kylian Mbappé qui potentiellement peut faire des années et des années à Barcelone. Donc pour les deux clubs, c'est potentiellement gagnant-gagnant. Alors évidemment, il y en a un qui gagne plus que l'autre, mais tu n'as pas de... Généralement, tu évites d'avoir de grands perdants dans l'histoire. Les échanges, les trades en NBA, faut que ce soit le plus possible gagnant-gagnant. Alors là, ça va être un peu une sous-catégorie, c'est-à-dire que dans les trades NBA, à moins que tu aies une no trade clause, donc une clause
de ne pas être tradé ou transféré sans ton accord, tu peux être transféré à n'importe quel moment. Si tu n'as pas de no trade clause, techniquement, même sans ton avis, tu peux être transféré. Et alors, les gars, en NBA, vous vous rendez pas compte? Ceux qui suivent le foot, là, je sais, vous êtes contents, ouais, Kvaratskhelia, ouais, Randal Kolo Muani a été prêté et tout. Ouais, il y a eu des mercatos intéressants pour le mercato d'hiver. Rien à voir avec la NBA. Ah les gars, rien à voir. Est-ce que vous voyez qui c'est lui? Lui, c'est Luka Doncic. Il est simplement surnommé le LeBron James slovène. Il est aussi appelé Luka Magic. C'est peut-être le plus grand talent générationnel qu'on a eu depuis LeBron James. Je dis ça, mais on a Victor Wembanyama aussi. Alors que ça faisait des années qu'il était au Dallas Mavericks, alors que l'année dernière, il a fini en finale NBA, Dallas l'a tradé dans le plus grand des calmes. Normal. Pour ceux qui suivent pas le basket, c'est comme si tu avais Messi, qui là venait de faire une finale de Ligue des Champions à 25 ans, et au mercato hivernal, alors que personne ne le sait, et ben Messi est transféré du Barça dans un autre club. La bombe que ça a été. C'est littéralement ça, hein. Luka Doncic, dans le basket, il a le talent de Messi au foot, hein. Disons-le. Moi, c'est simple, ça se voit. J'aime beaucoup les Lakers. Bon, je suis surtout fan des Knicks, mais j'aime beaucoup les Lakers. Quand j'ai su que Luka Doncic allait chez eux, j'étais là. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Et techniquement, le trade, il y a eu un joueur majeur. C'est-à-dire que si tu reprends dans le contexte de Messi, donc on va mettre le truc Messi là-haut et Luka Doncic en bas. Donc en bas, ce qui s'est réellement passé et ce qui se serait passé si c'était dans le foot. Luka Doncic, pour aller aux Lakers, la plus grosse contrepartie, c'était Anthony Davis. Anthony Davis qui joue aux Lakers, qui a gagné un titre de champion NBA avec LeBron James en 2020 et qui est un monstre. Mais vraiment un monstre. C'est-à-dire que du coup, là-haut, en échange de Messi, il aurait fallu, supposons un transfert avec le PSG, et en échange, tu aurais mis potentiellement un Edinson Cavani. Dans le plus grand des calmes, c'est-à-dire que la plus grosse contrepartie du PSG, c'est Edinson Cavani. Et Edinson Cavani Prime, hein. Je ne suis pas en train de parler d'un petit Edinson Cavani, non, je te parle d'un Edinson Cavani Prime. C'est-à-dire que, non, t'as pas échangé ton meilleur joueur aux Lakers, parce que ton meilleur joueur, c'était LeBron James. Voilà, c'est ça le genre de qualité de trade qu'on peut avoir dans des mercatos hivernaux en NBA. C'est-à-dire que c'est pas le même niveau. C'est bête, mais il y a aussi eu Jimmy Butler. Jimmy Butler qui était la tête d'affiche du Miami Heat. Et ben il arrive à Golden State. Il y a quelques années, on avait eu Kevin Durant, il quitte les Nets pour aller à Phoenix. Kyrie Irving, il quitte les Nets pour aller où ça? À Dallas. Il avait rejoint Luka Doncic d'ailleurs à ce moment-là. Voilà. En gros, le gros principe de trade, c'est ça. C'est-à-dire que potentiellement gagnant-gagnant, même si dans ce trade, bon, il n'y a clairement pas de Dallas, vous avez fait n'importe quoi les mecs. Enfin, on va parler du dernier point. Le dernier point. Le point qui, selon moi, est le plus important. Et en fait, te permettrait une compétitivité bien meilleure au sein des meilleurs clubs. Si tu joues la Ligue des Champions, tu dois t'aligner selon un salary cap. Salary cap, c'est quoi? En NBA, en fait, c'est simple. C'est que tu as des contrats. Tu as différents contrats. Mais il y a ce qu'on appelle des contrats max et des contrats super max. Dans ce cadre-là, c'est-à-dire que à partir d'un certain plafond, tu ne peux pas gagner plus d'argent en NBA. Ce qui fait que tu joues à Los Angeles, que tu joues à Miami, que tu joues à Dallas ou que tu joues à Toronto, peu importe, tu peux toucher potentiellement le même salaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'attrait du « Ah, je vais à Manchester City parce qu'ils vont me proposer un bien meilleur salaire que si je reste à Monaco. » Ou alors de Lyon, je vais passer à Paris. Et là, je parlerai de ça plus dans un format Ligue des Champions, parce que dans un format des 5 championnats, voilà, même moi je dis 5 championnats, c'est incroyable. Mais dans un format des championnats européens, ça me paraît compliqué. Mais si tu fais ce format-là pour la Ligue des Champions, bah en fait, ce serait vachement bien.
Alors bien entendu, les petites équipes atteindront jamais ce salary cap, ça paraît assez évident. À ce moment-là, si tu fais la Ligue des Champions avec un salary cap, il n'y aurait pas forcément de grande différence entre le Real ou le Bayern ou Manchester City ou l'Inter Milan, l'AC Milan ou le Paris Saint-Germain. Bah oui, tu joueras un grand championnat, mais ton salaire sera plafonné. C'est quelque chose que tu peux mettre en place en Angleterre pour améliorer la compétitivité. Et en fait, ce que je veux dire dans le salary cap, c'est que faut mettre l'accent là-dessus. Mais l'accent sur la compétitivité et non pas sur le dérèglement salarial. Ça permettrait d'avoir plus d'équité entre Paris, Monaco, Nice, Marseille, Lyon. Ça serait possiblement pas mal. Alors c'est vrai que peut-être qu'on aurait beaucoup de talents qui iraient dans d'autres championnats parce que les championnats, ils seraient possiblement plus intéressants. Mais c'est pour ça qu'à ce moment-là, la question de payer cher nos joueurs ne se posera pas et que la question de on doit et pas peut-être qu'on peut espérer, non, on doit performer en Coupe d'Europe se posera réellement. Tu ne gagnes pas la Ligue des Champions avec les meilleurs joueurs. Le Real Madrid l'a fait dans les années 2000, ils l'ont pas gagné, ils ont gagné en 2002, mais t'avais que le début du projet, t'avais Figo en 2001 et t'avais Zidane en... Non, t'avais Figo en 2000, pardon, et t'avais Zidane en 2001. Très bien, mais après, il a fallu qui? Ronaldo, Beckham, Michael Owen. T'en as recruté du joueur, et t'en as recruté à l'appel derrière, et t'as pas gagné. Tu gagnes pas avec les meilleurs joueurs. On l'a vu à Paris! Messi, Neymar, Mbappé, c'est un échec. C'est pour ça que, là je le dis de cette façon-là, c'est que, en fait, le système NBA, même si c'est une ligue fermée, même si ils doivent toucher énormément et tout, même si c'est un système à l'américaine, et en fait, t'as la draft qui permet de rabattre des cartes. Tu as les trades qui permettent de rabattre des cartes. Tu as le salary cap qui permet de rebattre des cartes. C'est-à-dire que, en fait, tu ne peux pas avoir une différence absolument flagrante avec les autres, à moins d'avoir des joueurs absolument exceptionnels. La dernière équipe à avoir gagné 3 championnats NBA d'affilée, c'est les Lakers. En 2000, 2001, 2002. Et autre chose, depuis 2018, donc c'est-à-dire ensuite 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Donc depuis plus de 6 ans, il n'y a aucune équipe qui a gagné 2 titres NBA d'affilée. En fait, la NBA est encore plus que la première ligue. Tu allumes la télé et tu sais pas qui va être champion à la fin. En Ligue 1, tu sais que Paris va être champion à la fin. En Allemagne, même s'il y a eu le Bayer Leverkusen, généralement, tu sais que c'est le Bayern qui va être champion à la fin. En Italie, pendant très longtemps, tu savais que c'était la Juve qui allait être championne à la fin. En Espagne, tu sais qu'il n'y a que 2 clubs qui peuvent être champions à la fin, le Barça et le Real. Et qu'avec 1% de chance, tu as l'Atlético Madrid qui peut gagner. Mais sauf que dans ces championnats, tu as 18 à 20 équipes. Ça veut dire que tous les autres, ils ne peuvent pas jouer le titre. En NBA, techniquement, je dis pas que c'est le cas, mais je dis que techniquement, comment les choses sont faites, n'importe qui doit pouvoir être capable de gagner le championnat NBA. Et c'est ce que je trouve important, c'est que ces dernières années, en fait, on a vu le Real qui gagne quasiment tout. Avant, on a vu le Barça. Et en fait, on a des équipes qui ont une réelle hégémonie et on n'a pas d'équipes genre qui gagnent comme ça une fois de temps en temps. En 2021, on a eu un Chelsea et ça nous a tous étonnés. Mais d'un autre côté, on s'est tous dit, waouh, Chelsea a gagné la Ligue des Champions. C'est cool. 2019, ça aurait pu être un Tottenham. Non, du coup, ça a été Liverpool, mais qui est allé en finale de Ligue des Champions derrière. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que c'est un peu décousu et tout, parce que c'est un sujet sur lequel je voulais vraiment parler. Pour ceux qui, par exemple, ne sont pas fans de basket, mais comprennent un peu le système NBA et comment en fait il pourrait être adapté au foot. Je dis bien que le système NBA soit adapté au foot avec ses qualités, pas forcément ses défauts. Le fait que ce soit une ligue fermée, moi je trouve pas forcément que ce soit un défaut, mais de la version dont ça est appliqué par certains dirigeants, c'en est un. Enfin bref,
N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter s'il y a quelque chose que j'ai oublié. Parce que voilà, comme vous le savez, moi, je pars dans mes longues vidéos. D'ailleurs, je sais même pas combien cette vidéo durera. Ça se trouve, elle durera pas si longtemps. Et je vous dis à la prochaine.